Va-t-il falloir s'habituer à voir des joueuses de football arborer le voile islamique en compétition? Devant ce lycée de banlieue parisienne, des élèves en jogging remettent leur voile. Parmi elles, certaines sont vêtues de longues robes. Elles peuvent être comme celle-ci, marron, mais aussi pastel ou bien noir. Et la laïcité française est vue de ce point de vue comme étant fondamentalement répressive parce qu'empêchant l'expression des individualités les unes des autres. C'est le coup de génie des islamistes. C'est-à-dire, les islamistes sont parvenus à dire si vous refusez le hijab, vous refusez les musulmans. L'année dernière, par exemple, on n'avait pas le droit de mettre des abayas. Et cette année, l'établissement, il nous laisse plutôt en mettre. Et on en voit plus dans l'établissement qu'ils en portent. Finalement, c'est pas au fonction de la religion. Moi, depuis que je suis toute petite, c'est comme ça. J'ai toujours été plus à l'aise couverte que dénudée, on va dire. Comment la Gen Z réinvente la modest fashion? La modest fashion est un style qui se veut pudique et couvrant. Si elle a été popularisée par les femmes musulmanes qui peinaient à trouver des vêtements à la fois tendance et pudiques, la modest fashion est aussi adoptée par de nombreuses personnes pour des raisons plus personnelles ou purement esthétiques. Aujourd'hui, le style s'est largement démocratisé et connaît un renouveau, notamment grâce aux réseaux sociaux et à la Gen Z qui ne cesse de le réinventer. Le hashtag modest fashion sur TikTok comptabilise plus de 3 milliards de vues. On va attaquer un gros sujet aujourd'hui. Au travers de la modest fashion, on va analyser le phénomène de colonisation culturelle sournoise ou passive. La modest fashion, c'est un mouvement de mode né de communautés religieuses juives, musulmanes ou chrétiennes pour faire face à la libération vestimentaire connue dans le monde occidental. Le principe est de porter des vêtements couvrants qui cachent le corps et ses formes, et de faire en sorte de ne pas attirer l'œil sur soi, préserver sa pudeur et arborer une apparence modeste. Ma critique aujourd'hui ne va pas porter sur la modest fashion elle-même, car si les femmes veulent couvrir leur corps et gommer leur forme, fais ta vie ma grande. Surtout dans un contexte où des sauvages t'agressent parce qu'on voit trop tes formes. Qu'un couple a été agressé par des adolescents dans le centre-ville de Toulouse. Selon nos confrères de la Dépêche, 4 mineurs, 2 filles et 2 garçons âgés de 14 à 17 ans s'en seraient pris au couple en raison de la tenue de la jeune femme qu'ils jugeaient inappropriée. Des insultes se sont rapidement transformées en un déchaînement de violence. La jeune femme aurait été atteinte au visage à coups de tessons de bouteille. Tout le monde n'aime pas la mode hypersexualisée et certaines personnes ont une attache à la pudeur corporelle. Soit. Il y a néanmoins un courant de modest fashion qui attire notre attention. Vous doutez bien que je ne fais pas de vidéographie de 20 minutes pour parler du beau temps. Au cours des années 2010, les communautés musulmanes immigrées en Occident ont dû faire face à la réticence des Occidentaux au sujet de l'importation de styles vestimentaires islamiques ou africains. Pour revendiquer leur identité plurielle et revêtir leurs vêtements culturels, les musulmans ont intégré leurs revendications identitaires et culturelles au monde de la mode. La stratégie, rendre le voile ou l'abaya fashion ou tendance. Fini les arguments décrivant la femme voilée obligée par son mari. Non, désormais, la femme musulmane voilée et en habit traditionnel est un choix vestimentaire comme un autre. Le vêtement devient une revendication, une mode, un style que l'on porte fièrement. Le voile islamique ou le hijab est un principe très important de l'islam et il fait partie intégrale de la femme musulmane. Le hijab ou le voile va de main en main avec la modestie. C'est prendre conscience de ses limites et de ses capacités en faisant preuve d'humilité et de simplicité. Le port de vêtements modestes et la ségrégation entre les hommes et les femmes sont simplement des moyens pour protéger la foi. Allah dit aux croyants de restreindre leur regard et de préserver leur partie intime. Alors, avant de parler du voile aux femmes, Dieu a demandé aux hommes de se protéger de toute chose qui puisse éveiller leur pulsion. La modestie, c'est également de ne pas montrer son orgueil, de ne pas vouloir être mieux que les autres, ne pas chercher l'approbation des autres, car seule celle de Dieu compte. Pourtant, la modest fashion, vous le verrez, est en opposition totale avec l'islam. Pour comprendre l'utilisation de la modest fashion comme outil d'un combat culturel et religieux, il faut énoncer 2 faits. Le premier est qu'il n'est pas dans la norme de porter un hijab ou un abaya en France ou en Occident. Ces musulmans vont alors
essayer de normaliser la chose. Le second fait est que certaines femmes musulmanes ne peuvent pas se sentir pleinement musulmanes si elles ne suivent pas cette recommandation qui est de se couvrir et se cacher du regard des hommes. Aider les petites filles qui se disaient mais comment je vais faire pour m'habiller modestement, parce qu'on va pas se mentir, être une femme musulmane en France, c'est très compliqué. Leur identité musulmane et leur pratique religieuse étant remis en question, c'est une lutte identitaire et religieuse qui va être déguisée derrière la modest fashion. Cette mode va servir de prétexte pour légitimer ou camoufler un conflit culturel en Occident. Leur but va être de désacraliser le vêtement et de l'aseptiser de toute appartenance culturelle. De dire c'est un vêtement comme un autre et je m'habille comme je veux. Et on observe un paradoxe, car elles disent à la fois c'est un vêtement qui me fait sentir moi-même, car quand je le porte, je m'insère dans une pratique culturelle, je m'identifie à une culture qui me correspond, et à la fois c'est un vêtement comme un autre, respecte ma liberté. La première stratégie est d'esthétiser le vêtement, le rendre stylé, faire accepter visuellement à la population. On préfère croiser un voile élégant qu'un fantôme noir. Il y a autant de styles modestes qu'il y a de fashionistas modestes. On peut retrouver les looks streetwear dans la tendance actuelle en mode layering, ensemble oversize monochrome, total look jean et outfit minimaliste. Des street style au tapis rouge, en passant par les covers de magazines, la modest fashion rayonne dans l'univers de la mode et on adore! Ensuite, il y a le discours « c'est ma liberté individuelle, c'est ma liberté religieuse, c'est ma liberté de m'habiller comme je souhaite ». Et donc, ceux qui n'ont pas les armes pour répondre à cette forme de culpabilisation d'être oppresseur de la liberté, le tolèrent. Et si vous-même, dans ce genre de situation, vous vous trouvez à court d'arguments, dans la deuxième partie de la vidéo, j'expose un raisonnement qui vous fera amener à une réflexion et vous pourrez vous trouver vous-même les bons arguments et les sortir naturellement parce que vous aurez le mode de raisonnement qui va avec. Et pour ceux qui diraient oui, tu me présentes ça comme une stratégie, comme si elle s'était concertée pour mener cette attaque culturelle, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Elles sont persuadées de faire le bien, persuadées de servir leur cause. Vu que c'est une démarche égoïste qui ne considère pas le collectif national français dans lequel elles doivent s'inscrire, cela y porte atteinte. Et cela constitue une attaque culturelle, consciente ou non. Et cette normalisation est en train de porter ses fruits. Parce que si vous ne vivez pas dans une grotte et que vous n'avez pas mis les œillères avec écrit « Go Chias », vous vous êtes forcément rendu compte que des femmes en voile, en abaya ou en tenue large, il y en a partout. Que le vendredi, les métros et les rues sont envahis de bonhommes en djellaba. 2, parce que cette année a été marquée par l'invasion des abayas à l'école, collège et lycée. Les jeunes d'aujourd'hui sont la population de demain et des jeunes qui trouvent normal d'aller en abaya en cours, ce n'est pas la France. Objecter cela, c'est être déraciné, ce n'est pas comprendre ce qu'est la France, ce que signifie le mot France. Et bon, si vous êtes dans cette situation, je ne vais pas vous faire un cours sur ce qui est censé nous constituer tous au plus profond de nous-mêmes. Certainement que vous confondez France avec République, c'est complètement différent et ce qui fera l'objet d'une prochaine vidéo. Et bien entendu, aujourd'hui, c'est dans les écoles. Hier, c'était sur les plages avec le burkini. Demain, c'est les hijabeuses sur les terrains de football. Et après-demain, la suite est logique. On entend aussi parfois ce type d'argument. S'habiller comme on veut, c'est le rejet d'une conformité. Rejet du conformisme européen certainement, mais conformisme quand même. Et c'est là leur erreur. On touche un point très intéressant. Pourquoi ? Parce que le vêtement, c'est un marqueur visuel d'appartenance à un mouvement, une manière de penser, un ordre, une profession. C'est un signe extérieur d'appartenance, une parure qui porte avec elle des préjugés. Par exemple, un uniforme de police ou militaire, le préjugé que l'on va avoir, c'est l'appartenance au corps des forces de l'ordre. Une tenue de moine, c'est l'appartenance à un ordre religieux. Des vêtements oversize, t-shirt, survêt, casquette, préjugé sera que c'est une personne avec une identité très américanisée. Un rat en casquette TN, le préjugé sera c'est un délinquant. 2 gars avec un costume et une mallette à la main et un flyer qui sonne à ta porte, le préjugé, ce sont des témoins de Jéhovah. C'est à ça que servent les préjugés. Avoir des informations sur la personne en utilisant les informations que renvoie son apparence. Il ne faut pas être Sherlock Holmes ou être un adepte du cold reading
pour connaître les préjugés vestimentaires. C'est accessible à tous. Et évidemment, les vêtements sont porteurs de caractère culturel, ce qui va nous permettre de préjuger d'une apparence culturelle des gens en fonction de leurs vêtements. Par exemple, où vit cette personne? On serait tenté de dire Écosse. Celle-ci, France. Celle-là, un pays musulman. Et là, un État occidental américanisé. Dès lors, est-ce que tu es anticonformiste lorsque tu pratiques la modest fashion? Non. Certes, tu n'appartiens pas à la conformité française, mais tu es soit dans la conformité islamique, soit dans la conformité islamique américanisée, puisque stylisée à l'occidental. En plus de ça, les médias en font la promotion, comme Combini, Street Press, Canal+, ou les influenceuses elles-mêmes sur YouTube, Instagram ou TikTok. On leur a même donné un surnom, les hijabistas, contraction de hijab et fashionista. Tout est fait pour devenir tendance. Pensez-vous qu'un jour il sera possible pour chaque femme de porter exactement ce qu'elle veut porter? Inch'Allah, je l'espère, je le souhaite. Je pense que nous nous en rapprochons, surtout maintenant que l'industrie de la modest fashion se rapproche de l'industrie normale de la mode. Je pense qu'avec ce changement, j'espère et j'ai le sentiment que ce sera comme une chose normale. À ne pas trop laisser le fer à lisser trop longtemps sur votre voile, sinon il risque de brûler. On n'a pas non plus envie de brûler nos voiles. Bah non, et c'est d'ailleurs ce qui les différencie des Iraniennes. Tous les vêtements viennent de chez Pretty Little Things. Ah ça va, je l'ai bien dit là. Parce que je galère à le dire quand même. Du coup, ils sponsorisent cette vidéo et en fait, c'est même eux qui m'ont proposé l'idée de faire une partie 2 des tenues modest fashion. Sur le site PLT, vous avez autant des vêtements sexy, nini et tout, mais vous pouvez très bien vous habiller en mode modest fashion. Sur le site PLT, vous avez moins 70% jusqu'au 1er mai. Donc déjà, ça c'est génial. Et en plus des moins 70%, vous avez moins 20% avec mon code Shaiva. Avec un joli sac et tout, franchement, j'aime trop. Du coup, ça, franchement, must have. Vous mettez ça pareil avec un pantalon blanc, des accessoires colorés et tout. Hyper classe. Donc franchement, tentez et dites-moi ce que vous en pensez parce que moi, j'aime beaucoup. 40 pour qu'il soit bien oversize et franchement, il tombe super bien. J'aime trop. Est-ce que vous distinguez le caractère religieux derrière ces vidéos? Évidemment que non. Elles paraissent comme des vidéos fashion. Et c'est là qu'on entre dans le côté très obscur de la modest fashion. Les influenceuses capitalisent sur la promotion de leur lifestyle de femmes pieuses et modestes. Pieuses et modestes. Vraiment. On est en train de parler d'un péché que plus d'une personne parmi nous pratique. Faut pas dire non, il parle de quelqu'un d'autre, il parle pas de moi. Il nous arrive comme ça de faire preuve d'orgueil. T'imagines, Allah n'aime pas l'orgueilleux, mais si Allah il t'aime pas, t'as tout perdu. T'as tout perdu. T'as gagné quoi? Une réputation auprès des gens? Les gens ils disent waouh, il, elle est forte. Et après? Cette mercantilisation rentre en totale opposition avec le principe même de modestie prodigué par l'islam. On essaie de se démarquer des autres et on essaie de s'élever en revêtant des parures non plus modestes, mais qui vont faire acheter, qui vont plaire, qui vont séduire, se démarquer. Allah dit et dit aux croyantes qu'elles restreignent leurs yeux et veillent sur leur partie intime, et elles ne doivent pas exposer leur beauté naturelle et ses parures. Donc, c'est vraiment en baissant son regard et en portant le voile que la femme protégera son honneur et sa chasteté. Alors que l'habit modeste sert à se faire petit, humble et ne pas se démarquer des autres. La modest fashion entre en contradiction même avec le concept de modestie. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Le meilleur d'entre nous, c'est qui? C'est le plus pieux. C'est pas celui qui a sorti le dernier modèle de tel véhicule, ou telle moto, ou tel scooter, ou qui a je ne sais quel smartphone, ou qui part dans telle destination et snap ses vacances. Non! Celui qui a de la valeur auprès d'Allah, c'est qui? C'est le plus pieux. Des entreprises se sont aussi mises à profiter de la manne. Commercialisation de mode pudique, hijab de sport chez Decathlon, burkini dans les magasins et les sites de e-commerce.
Et c'est précisément pour coller à leur storytelling de martyrs 2.0, 20 ans après la loi de 2004, que ces influenceuses incitent des gamines à manifester leur appartenance culturelle et religieuse à l'école en portant des abayas fabriqués en Chine par des Ouïghours qui, je le rappelle, pour toutes ces reines du polyester, sont toujours parquées dans des camps de travail forcés en raison de leur identité culturelle et religieuse, justement. Mais ça, comme on dit, sous leur voile en tergale, elles s'en battent les couettes. Et maintenant, la Modest Fashion a même des événements dédiés. Moi, mon point de vue, c'est ça qu'il faut mettre à la femme voilée. C'est pas autre chose. Ou plutôt la femme pudique, parce qu'il y a plusieurs femmes maintenant, même si elle n'est pas musulmane, elle met des vêtements pudiques. Elle cache sa rondeur, elle cache un truc, elle cache ses cheveux. Ça veut dire une femme non voilée, elle peut mettre celle-là. Une femme voilée, elle peut ajouter un turban. Donc je m'adapte. Quand arrive l'été, beaucoup de femmes ont cette problématique de trouver la pièce maîtresse pour l'été. Beaucoup pensent que le burkini, c'est un ensemble de bains qui n'a pas de coupe moderne. Il y a plusieurs notions dans cet ensemble de bains. Et on a aussi des personnes qui souhaitent se couvrir pour se préserver des rayons du soleil en fait l'été. En entrant dans le business de la mode, la Modest Fashion est entrée dans une compétition. Celle de la meilleure collection, celle de la meilleure tenue, celle qui vous rend la plus belle, mais aussi celle qui sera la plus pieuse, la plus musulmane, la plus fière de son identité. Celle qui vous place esthétiquement et culturellement au-dessus des autres. Bref, elle alimente l'orgueil. La Modest Fashion pervertit la foi et entre dans une logique de conquête culturelle, normaliser, s'installer. Et ensuite, quand la perversion sera pointée du doigt, toutes celles qui ont adopté le voile, grâce à ce mouvement, retourneront aux préceptes archaïques et étrangers à la France. Le voile sera partout. La Modest Fashion est devenue une branche de la mode qui sert à certains membres de la communauté musulmane pour légitimer et normaliser des revendications identitaires et culturelles. Tout ça au détriment de leur foi et de la culture européenne autochtone du pays dans lequel leurs familles se sont installées. C'est un mouvement de mode vestimentaire auquel on veut enlever le caractère religieux ou culturel. Pourtant, ces deux caractères sont inalignables du mouvement. Le voile et l'abaya resteront des vêtements d'origine étrangère. Maintenant, qu'est-ce qui est gênant? Est-ce que c'est que le monde de la mode soit investi par des femmes qui veulent cacher leur corps? Pourquoi? Si elles ne sont pas à l'aise, autorisons-les. Respectons leur pudeur. Est-ce que ce qui nous gêne, c'est que cette mode a une connotation religieuse et ça menace la laïcité, notamment dans les écoles ou dans les services publics? Oui, ça soulève des questions de laïcité. Mais concrètement, si cette mode respecte le principe de laïcité, qu'il n'y a plus de problème, que cette mode ne pénètre pas le service public, des gens continueraient d'être gênés dans la rue. Le 16 septembre dernier, l'Éducation nationale alertait sur le caractère religieux de ces robes. Mais pour les chefs d'établissement, la preuve est difficile à apporter et l'on aboutit à des incohérences. Pour ces élèves, ces tenues ne sont pas religieuses, mais culturelles. Ça n'a rien de religieux. Moi, je préfère plus une personne à mettre des abayas qu'une personne qui va mettre des crop tops ou des mini-shorts qui se montrent trop en fait. On va rester face à un mur d'arguments avec comme ligne directrice « c'est mon corps, je fais ce que je veux ». S'y opposer est une atteinte à ma liberté individuelle. Et donc, utiliser ces arguments de laïcité ou de valeur fait naître un nouveau débat, un nouveau clivage qui va au final faire choisir les gens. Le clivage va être autour du débat, doit-on être libre de se vêtir comme on le souhaite? Est-il acceptable de porter des vêtements à connotation religieuse dans l'espace public? Et avec ces questions, avec ce nouveau débat qui naît du débat originel, on va avoir des gens qui vous disent « Bon, je n'aime pas cette mode, elle n'est pas dans mes valeurs, mais je dois respecter celle des autres, alors je la tolère sans forcément la soutenir. » Toute femme doit être libre de choisir son style, quel qu'il soit. Et le débat s'effondre alors. Mais il y a un autre argument. La mère des batailles, c'est celle que personne n'ose aborder. C'est le sujet culturel. Ce qui gêne profondément les gens, c'est que ces habits n'aient aucune correspondance avec la culture de la mode française. On en revient aux préjugés que dégage un vêtement. C'est une chose dont on ne se défait pas. Et donc, premièrement, la Modest Fashion renvoie une image culturelle étrangère à la culture française. Ce qui donne le sentiment de plusieurs
cultures qui vivent sur le même territoire. Deux options sont alors possibles. Le multiculturalisme, on l'accepte et laisse la communautarisation de la France diviser les Français. On devient français sénégalais, français de souche, français algérien. Français devient votre appartenance à un territoire et l'adjectif qui suit est votre identité communautaire. Mais dans les faits, la culture française est étouffée par les cultures étrangères, notamment sur certains territoires, les grandes villes, les banlieues, que ce soit au niveau de la langue, des mœurs, des valeurs ou de la mode vestimentaire. Des femmes archéologues qui effectuent donc des fouilles ici sur ce site sont harcelées par des passants depuis plusieurs semaines. Alors donc des remarques sexistes sur leur tenue notamment en débardeur sous la chaleur. Elles sont sifflées, parfois même insultées par certains hommes, mais aussi, comme vous le disiez, par des femmes qui ne tolèrent pas leur tenue et leur position, puisque ces archéologues sont souvent accroupis, à genoux au sol, pour effectuer leurs recherches. Et puis ce côté, il y a un côté religieux derrière. Hein. C'est parce qu'une femme ne doit pas montrer ses jambes, etc. Deuxième option, le grand remplacement. Car c'est la conséquence du premier qui est un modèle insoutenable, qui mène à la domination d'une culture sur l'autre et son remplacement, notamment sous le poids démographique et la politique de l'État. Enfin, deuxièmement, l'effet de masse amplifie l'atteinte à l'idée culturelle de la France. Des djellabas à tous les coins de rue, c'est pas pareil que des djellabas portés par deux personnes à Roubaix et qui ont été enfilés dans le vestiaire de la mosquée pour prier dans une enceinte enfermée. L'image que renvoie la population dans les rues n'est pas la même dans les deux situations. Le voile est vraiment une bénédiction pour nous parce que ça nous aide à garder notre identité musulmane. La modest fashion porte donc atteinte à l'identité française de par sa nature étrangère à celle-ci, et également par l'ampleur qu'elle prend, qui lui donne la qualité de phénomène sociétal. Dès lors, poser une limite à la liberté individuelle devient justifié par l'atteinte que porte la modest fashion à l'identité culturelle de la France. L'État français a bien été capable de limiter la liberté d'aller et venir, de sortir de chez soi, pendant le Covid, parce que la situation sanitaire le justifiait. C'est le problème en fait de l'uniformité versus l'unité. Voilà. C'est en tant que citoyen français, en tant que Français et Française, on a ce besoin d'unité, on a ce devoir d'unité. Mais on n'a pas à être la copie conforme de son voisin. Et je pense que on a tous besoin de comprendre que la diversité, c'est pas une tare, c'est une richesse. Et si ma voisine, elle s'habille différemment de moi, c'est pas parce que elle manque de respect aux valeurs françaises, aux valeurs républicaines. C'est parce qu'en fait, elle a envie d'être elle-même, pleinement elle-même, et je sais pas du tout ma place de lui dire comment est-ce qu'elle a à se comporter ou comment elle doit se vêtir. Ça reste son choix, ça reste ses décisions, et en fait je dois juste les respecter. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment souligner, c'est que j'ai pas à être d'accord ou pas d'accord avec les décisions d'une personne. J'ai juste à la respecter. J'ai à la respecter, à la considérer comme une personne qui appartient à mon pays, qui appartient à ma qui a le droit à la dignité, tout simplement. Oui, c'est un être humain, en fait. Ouais. Clore là-dessus, c'est juste parfait. Ça décrit complètement le logiciel de pensée défaillant. Unité et uniformité. Le Larousse définit l'uniformité comme le caractère de ce qui ne présente aucune variété dans son aspect. L'uniforme, c'est donc ce qui t'identifie à un groupe et qui renvoie aux autres l'information que tu appartiens à ce groupe. Mais il y a une différence entre l'uniformité d'un peuple et l'uniformité des individus. À l'échelle collective, ça veut dire que quand on regarde un peuple, on doit se rendre compte que les individus qu'il compose sont similaires et renvoient par les marqueurs culturels qu'ils dégagent l'appartenance à une même communauté. Ça ne veut pas dire qu'il faut une armée de clones qui pensent pareil et s'habillent avec le même uniforme. Car, à l'échelle individuelle, l'uniformité signifierait la négation même de l'individualité, de l'ipséité qui fait qu'un individu est différent d'un autre. Or, la France a toujours promu cet individualisme à l'échelle individuelle. Cette culture du développement personnel et de la différenciation des autres individus, justement parce qu'il y a la culture de la concurrence, de la recherche scientifique, de la créativité artistique. C'est grâce à cet individualisme.
En revanche, la France a toujours exigé une uniformité collective. C'est-à-dire que le développement de l'identité individuelle avait des barrières culturelles, morales, etc. Bref, les individus ont le droit d'être différents les uns des autres, mais s'ils sortent de l'uniformité collective, ils ne peuvent plus être identifiés comme membres et deviennent alors étrangers à celle-ci. Tu veux être musulmane et française, très bien. Sauf qu'en France, si tu dis je suis française avec un vêtement islamique ou africain sur la tête, on va te dire non, car ton uniforme n'est pas conforme à ce qui représente la France. En bref, tu peux développer autant que tu veux tes particularités individuelles, tant qu'elles ne te mettent pas en dehors de l'uniforme du pays dans lequel tu vis. Sinon, tu deviens un métèque. Ça s'appelle l'assimilation et ça vaut pour les immigrés comme les Français de souche qui s'américanisent. Tu sors de l'uniforme, accepte d'être regardé comme étranger à la communauté nationale. Le peuple doit être uniforme et les individus doivent être unis, c'est-à-dire en accord les uns avec les autres. Et cet accord s'obtient grâce à la même morale, les mêmes mœurs, la même culture, c'est-à-dire une uniformité. Bref, tu mets un voile ou un abaya, tu te sentiras plus musulmane ou plus africaine, mais tu seras moins française.